Conto, c'est le compte pro et des PME européennes. Mais derrière la promesse bien rodée, il y a une réalité. 600 000 clients, plus de 1600 employés, 4 marchés européens, France, Allemagne, Espagne, Italie, et une licorne française valorisée plus d'1 milliard d'euros. Depuis 2016, Conto a redéfini la gestion financière des entreprises. Simple, fluide, transparente, mais aussi la façon dont une marque B2B parle à ses clients. Parce que soyons honnêtes, aujourd'hui, les pros ne veulent plus de discours d'experts, ils veulent des marques qui parlent vrai, comme dans B2C. Et justement, on va en parler aujourd'hui avec Sarah Georges, Global Media Lead chez Conto. Tu pilotes la stratégie média et la coordination internationale. Et on a avec nous Savinien Debria, notre sniper marketing pour challenger et creuser les méthodes Conto. Au programme aujourd'hui, comment Conto a repensé toute son organisation marketing, pourquoi ils ont fusionné brand et acquisition, et surtout comment on mesure la performance d'une marque B2B dans 4 pays à la fois. Bienvenue dans La Récréation, le podcast où on mélange business, créativité comme un bon gin tonic. C'est parti, let's go. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, on a une tradition ici. On a 180 secondes top chrono pour monter le décor. Sarah, on te laisse la tribune. Dis-nous en 3 minutes, c'est quoi Conto aujourd'hui, ton rôle dans l'organisation et les grands défis marketing que vous gérez au quotidien. Conto, c'est le service financier à destination des pros, qu'on soit solo, micro, boulanger, électricien ou marketing ou une très belle agence comme ici. Nous, notre idée, c'est qu'on puisse venir accompagner les personnes de la création d'entreprise à la gestion au quotidien de leurs services financiers, que ce soit du cash flow management, des notes de frais, de la carte virtuelle, de la carte physique. On a un outil qui est extrêmement customer centric, qui est pensé justement pour venir fluidifier, alléger, simplifier le quotidien des entrepreneurs. Parce que ça a été créé par 2 entrepreneurs qui ont eu le plaisir de côtoyer les difficultés administratives pour que ça devienne plus une partie de plaisir que quelque chose qui puisse se focuser sur le nerf de la guerre qui est faire du business plutôt que l'admin. Les fondateurs viennent d'où ? Alors, c'est Steven Navy et Alex Pro, 2 amis qui se sont rencontrés en école et qui ont fondé d'abord une première entreprise et qui, en fondant cette première entreprise, se sont rendus compte des difficultés de la gestion financière d'une entreprise. Et en vendant leur première entreprise, déjà, ils ont eu de la chance d'avoir ce succès assez rapide. Ils se sont dit non, mais on ne peut pas s'arrêter là, on a plein d'idées. On est dans le jus, on sait ce qu'il faut fixer. Et donc, autour de 2019, ils ont lancé Conto. 6 ans après, on en est où ? On en est où ? On en est à 600 000 clients. On est à 4 pays, France, Allemagne, Espagne, Italie, mais aussi 4 nouveaux pays qui ont été lancés, qui sont des marchés qu'on explore pour l'instant, notamment Pays-Bas, Autriche, Portugal. Et le 4e, c'est un peu comme les 7 nains, il en manque toujours un. Et Belgique, c'est le plus près qui me manque. Premier pays, c'était lequel ? Dans lequel Conto s'est installé ? Ah, la France. Pardon. Et le premier pays et notre plus grosse part de marché, c'est la France. Les fondateurs sont français initialement. Les 2 fondateurs sont français. On est très fiers. Ouais. On est une très belle licorne française. On est à peu près 1600 maintenant au sein de Conto. On travaille dans 5 pays différents. On travaille aussi bien avec les entrepreneurs qu'avec les experts comptables. Et donc, on les accompagne du début jusqu'à la fin. Ton rôle dans l'organisation ? Mon rôle dans l'organisation, alors il a beaucoup changé. C'est ça qui est génial au sein de Conto, c'est que vraiment c'est une entreprise qui évolue, qui se transforme, etc. Donc je suis arrivée, on était 5 au marketing. Et maintenant on est, je dirais, une trentaine, et ça c'est que au global. Donc moi je suis au global. Je m'occupe de gérer la stratégie d'achat média dans tous les pays où on est implanté. Donc moi, mon but, c'est de faire connaître Conto et d'aider le plus possible à la conversion, en expliquant aussi, de faire de awareness, considération jusqu'à la conversion. Sans rentrer trop dans le détail parce qu'on va l'aborder, tu parlais de réorganisation récente. Tu peux en dire plus ? Oui, bien sûr. Alors déjà, on a... donc, pour vous donner un exemple, moi je suis arrivée, il y a 4 ans, on était 300, maintenant on est 1600. On a une nouvelle CMO qui est arrivée il y a un an, je dirais, qui envoie une nouvelle feuille de route. On a une nouvelle directrice, une nouvelle VP marketing
qui redonne aussi une feuille de route plutôt sur le côté digital, CRM, médias. Et on a une nouvelle directrice de la marque, de la communication, du contenu, qui, pareil, va venir redonner de la valeur de marque, nous redonner, renforcer notre positionnement de marque. Et puis surtout, on a des challenges très différents dans chacun des périodes. Donc, il faut que tout le monde s'aligne pour arriver à communiquer le mieux. Et surtout, à l'époque, on était les premiers, les plus disruptifs. Maintenant, il y a d'autres acteurs qui sont arrivés. Donc, il fallait réorganiser un peu tout ça pour pouvoir faire face à la montée en compétences des banques traditionnelles et aux autres acteurs qui eux aussi se sont améliorés au fil du temps. Et vous avez des objectifs chiffrés clairs pour les années à venir déjà ou... Oui, mais ça, je peux pas te le dire. Bien sûr. Normal. Donc ça, c'était les grands défis marketing que vous gérez au quotidien. Il y en a d'autres qu'on aurait pu oublier ou... Les grands défis marketing, Ouais. j'ai envie de dire que pour l'instant, nos plus grands défis marketing, c'est faire connaître, faire comprendre la marque, faire aimer la marque. Là, on est vraiment surtout sur des marchés comme la France où on va travailler la brand préférence. Et la conversion pour un CAC le plus faible possible. Évidemment. J'ai envie de dire, c'est que ça reste le nerf de la guerre, aller chercher l'acquisition. Mais on a compris que maintenant, il y a un travail. On n'est plus une start-up où on cherche toujours la croissance, mais la croissance à long terme aussi. Il y a beaucoup de personnes qui connaissent pas Conto Oui, en France aussi. oui. Il faut se dire quand même que on vient bousculer un peu les codes d'une industrie qui a pas bougé depuis très longtemps. Bien sûr. Avant, quand on avait une entreprise ou même quand on ouvrait un compte, je pense qu'on a même on fait encore partie de cette génération, on ouvrait notre premier compte en banque dans la banque de nos parents. Ouais. Et c'était pareil quand on ouvrait une entreprise. Et d'ailleurs, tu me demandais l'un de nos challenges quand même important parce que l'une des choses qui est difficile aussi, si on ouvre son compte pro, là où on prend son prêt. Et l'un de nos gros challenges qu'on a annoncé, c'est qu'on a fait une demande pour avoir la licence bancaire et devenir nous aussi une banque. Donc c'est vrai que quand on ne peut pas communiquer au sens banque du terme et que les gens sont un peu habitués aux grandes marques et aux grands noms qu'ils ont toujours connus, là, il faut faire connaître et puis il faut que les gens aient confiance en nous. Parce que qui décide de donner une licence de banque Les régulateurs. Ouais, les régulateurs. Très Ah là, tu compliqué. me demandes de rentrer dans des détails techniques qui sont above my pay grade. Tu regardes Revolut, il me semble, ils sont en train justement de chercher à... Alors eux, ils l'ont Ils l'ont en Lituanie Et c'est peut-être. ça. Oui, mais ils cherchent peut-être à l'avoir au UK, il me semble, et UK. ça fait 2 ans qu'ils galèrent. Ouais, Ok. qu'on leur refuse. Shares, on avait pris 2 ans à avoir la licence AMF Ok. pour ouvrir en France et en Europe. Donc c'est un gros challenge, même pour des très grosses structures. Ok. Incroyable. Mais là, tu vois, justement, on exploite à mort. Nous, on a la licence de paiement et on l'exploite à fond pour pouvoir justement essayer d'offrir autant d'outils, de produits, de services plutôt, d'outils d'ailleurs aussi. Tu vois, on a un outil de facturation gratuit, là, on a sorti le compte rémunéré à 4% qui est le plus gros taux à date qui a été lancé sur les comptes pro. Mais ça n'empêche qu'effectivement, la notoriété, c'est quelque chose qui prend du temps, c'est quelque chose qui se travaille. Et puis comme je pense toute marque, on a connu on va full notoriété, ah non, on va full performance, ah bah non, on va faire les deux. On va utiliser ce mot avec lequel j'ai un peu de mal, de brandformance. On va essayer de trouver le juste milieu. Je sais qu'on va parler. On va en parler. On va en parler, Voilà. c'est bon, Qui est très on a fort dépassé. là-dessus. Voilà. Du coup, pour nous, c'est parfait pour le décor. On sent qu'on a une organisation qui est bien huilée, mais aussi beaucoup de complexité entre tous ces marchés. Et justement, du coup, on va plonger dans ce qui fait votre originalité marketing. On a noté pas mal de questions, des citations que tu nous as données, et c'est que tu puisses nous les expliquer et qu'on puisse en parler. Tu nous as dit, on a fusionné les pôles awareness et acquisition pour créer une seule équipe. Ouais. Résultat, meilleure visibilité sur les investissements sur tout le funnel et un équilibre entre autonomie locale et expertise globale. Sachant quoi concrètement dans l'organisation? Tu résumes très très bien ce que je dis.
C'est du verbatim. Ouais, donc, on s'est rendu compte, donc à l'origine, le pôle média était avec les équipes brand, ce qui était complètement logique. Et d'ailleurs, on veut conserver ce binôme avec l'équipe brand parce que c'est très important que l'awareness et la brand communiquent et se comprennent bien. Mais effectivement, plus il y a eu d'autonomie locale, et c'est normal, plus on a grandi, plus tout d'un coup les compétences qui étaient au global euh, ont pris du sens à être transférées au local. Plus on a eu besoin d'avoir des équipes, les équipes locales ont eu besoin d'avoir une visibilité sur tous les investissements. Et là, tout d'un coup, on s'est retrouvé avec un silo, puisqu'on n'était pas dans les mêmes, on faisait partie du même équipe qui était la growth, mais avec deux entités différentes, une acquisition, une brand des médias. Et donc, on a eu l'idée il y a 6 mois de rapprocher les deux équipes pour n'en créer qu'une. Et au sein de ces équipes, de créer des pôles régionalisés. Donc, on va avoir Central Europe, SAF Europe, Western Europe. Ce qui fait que, résultat, pour les équipes locales, ça fait un point de contact, ou en tout cas, c'est des points de contact très identifiés. Ça devient avec eux des experts du pays, mais ils amènent aussi toutes leurs expertises d'acheteurs médias. Après, ça ne veut pas dire que moi, par exemple, j'ai un rôle global. Moi, l'idée, c'est justement de venir coordonner tout ça, que les best practices se partagent, que les contrats soient signés au global, que les économies d'échelle soient faites au global, que tous les partenaires, puisqu'on a la chance d'être très bien accompagnés par Google, Facebook, LinkedIn, etc., justement, donnent le même niveau de service, que ce soit à la France ou au pays qu'on vient d'ouvrir ou au marché un peu plus petit, et que tout le monde ait le même niveau d'expertise pour le service du local. Est-ce que ça veut dire que dans le passé, vous aviez une personne en charge de la noto, une personne en charge de l'acquisition, qui reportait à la même personne, Non, qui justement. reportait à des personnes différentes? Moi, avant, Vas-y. j'étais la Ok. personne au sein de l'équipe Brand and Media. Donc, on va dire qu'on avait plutôt une directrice, c'était une directrice marketing. Et d'ailleurs, on s'appelait l'équipe marketing avant, dans laquelle il y avait la brand, les PR social, le contenu et le média. Et on nous a sortis de cette équipe pour que cette équipe soit mise sous la direction. Il y a eu des départs aussi, des changements de cycle. Et donc, on a une nouvelle personne qui est arrivée pour prendre la direction plus stratégie de marque dans ce pôle-là. Et nous, on nous a intégrés au sein des équipes performance. Et donc, sous la direction de la personne qui était à la performance. Ça veut dire qu'avant, chaque équipe devait justifier son impact pour négocier du budget, quand aujourd'hui, c'est une et même équipe. Et Et ça, est-ce que du coup, vous traquez le tout comme un funnel complet, ou est-ce que vous continuez à essayer quand même de traquer l'impact? On va peut-être y venir avec votre nouveau modèle. Alors, d'abord, je vais reprendre sur le budget parce que on est en plein exercice budgétaire. Et alors, on n'est pas des modèles du genre, et je pense que personne ne l'est. Mais je trouve que pour l'avoir fait sur plusieurs années, c'est la première année où le fait d'avoir la visibilité complète, c'est très difficile un exercice budgétaire. Sauf que quand on est tous dans la même équipe, qu'on est tous autour de la table et qu'on a tous les mêmes objectifs, ça aide beaucoup pour la coordination et pour se mettre d'accord. Et donc, tout d'un coup, de regarder vraiment le full funnel et de se dire, tiens, on met tant en performance sur Meta, est-ce que ça a autant de sens d'en mettre autant en awareness, ou alors pareil, inversement sur YouTube, peut-être que finalement on va faire la part belle à l'awareness sur YouTube et baisser un petit peu la pocket de performance, parce que en fait, on a plus besoin de travailler la notoriété, la considération, et YouTube nous permet de le faire, versus en conversion, on s'aperçoit qu'un autre canal où justement on fait des meilleures passes entre l'un et l'autre. Et pour les pays, c'est beaucoup plus logique et beaucoup plus facile d'avoir une feuille de route qui Il y est a moins de claire. conflits d'intérêts, il y a moins de biais. Exactement. Les gens, on se bat. Au lieu de nous dire, on va couper, oui, parce que ça nous arrive de couper. On a de la chance, on a une très belle marque et des très beaux budgets. Mais on est aussi, je pense que si on marche toujours, c'est aussi parce qu'on a une recherche d'efficacité budgétaire depuis le premier jour.
Et donc, quand on nous demande de couper ou de rationaliser, ça nous permet aussi de dire, au lieu de dire bêtement, on va couper dans l'équipe média parce que awareness parce que c'est là où il y a les plus gros budgets. Tout d'un coup, on regarde, ah oui, awareness et performance, bah oui, mais dans ce pays-là, on a un vrai problème de notoriété. Alors qu'en perf, on arrive à saturation, donc on va plutôt couper la perf. Quand tu dis perf, tu dis vraiment bas de funnel, Oui, je acquisition, parle vraiment bas de funnel conversion, quoi. acquisition. Ok. Je parle de nous, ce qu'on appelle le push, donc ça va être tout le social et SIA. Ok. Et Je rebondis programmatique. sur ça. Tu as dit une phrase qui, pour moi, est représentative d'un très gros niveau de maturité marketing. Tu as dit It's not a funnel, it's a fucking circle. Alors, je vous ai cité ce que ma boss, Teresa, en fait, je rends à César ce qui est à César, nous dit tout le temps et qui vient de Google, Non. mais qui, je trouve, devrait se faire tatouer sur tout bon leader marketing. Toutes les marques devraient se tatouer ça. Exactement. C'est-à-dire qu'en fait aussi, le fait d'avoir un full funnel, ça s'est fait aussi donc, pour une question de réorganisation, mais c'était quelque chose que même nous, aux médias et même la brand, c'était complètement logique parce que justement, on se rend compte, quand on compare les budgets awareness au budget acquisition, les budgets d'acquisition sont énormes et c'est normal, surtout quand on est une entreprise digital first. Donc maintenant, en fait, on rentre plus forcément par la télé, on rentre plus forcément par le print. Parfois, on a vu en premier les pubs perf parce qu'on a été très bien targeté. Ouais. Et c'est au contraire parce qu'on nous revoit à la télé que tout d'un coup on se dit ah mais attends, en fait Conto c'est pas juste une petite marque Instagram, waouh ils sont en télé, ça nous donne une certaine crédibilité, ça nous donne de la confiance. Donc effectivement on s'est mis à réfléchir à tous les touchpoints. La question, c'est est-ce que, à partir du moment où on considère que c'est un cercle, est-ce que on considère que tous les formats, en fait, potentiellement, peuvent convertir, peuvent générer de l'acquisition? Et à partir de là, du coup, est-ce qu'on modifie l'approche à la créa? Alors ça m'énerve que tu dises ça parce que c'est un peu notre fer de lance côté awareness depuis longtemps. Oui, tous les formats peuvent convertir, c'est vrai. Mais le revers de la médaille, c'est que à force de se dire ça, on a pendant très longtemps regardé des KPI de perf sur des formats d'awareness. Et ça a créé deux problèmes. Un problème créa, qui a été qu'on a fait des créas perf pour de l'awareness. Et donc, avec trop de messages, trop de targeting, à vouloir tout faire, on a perdu un peu, on a perdu un peu la clarté du message. Donc là, justement, on y revient. Et en plus, on s'est perdu aussi dans qu'est-ce qui faisait une bonne campagne d'awareness. C'est-à-dire qu'on va regarder, à force de regarder le trafic que ça génère, on se dit « Ah, bah, cette créa est moins bonne que l'autre. » Oui, bah, cette créa est plus bonne pour créer du trafic, donc de la conversion, mais pas forcément pour expliquer le produit et pas forcément pour faire aimer la marque. Donc là, cette réorganisation, ça a permis aussi à tout le monde de se remettre une discussion qu'on a beaucoup en ce moment, et je trouve qu'on commence à s'en sortir, c'est qu'est-ce que la considération ? Le awareness, entre guillemets, c'est facile. Faire savoir. Ouais. La considération, pour avoir fait plusieurs entreprises, quand j'étais chez Deliveroo ou quand j'étais en agence, ça veut pas du tout dire la même chose. Et même au sein de différents équipes, ça veut pas dire la même chose. Donc là, on s'est vraiment posé pour dire, OK, c'est quoi la considération désolée de reprendre ça, en haut de funnel et en bas de funnel. Et vraiment de distinguer considération, qu'est-ce que la marque, et considération, cette marque est faite pour moi. Ok. Donc on a vraiment essayé c'est pas on a vraiment essayé, c'est parce qu'on est en plein dedans, donc en fait on n'est pas encore sorti de ça, mais on retravaille. Ça repasse par, on repose un peu quels sont les KPI pour quel objectif, et quels sont les messages pour quel objectif. Quand je dis message, c'est aussi les créas. Et comment est-ce qu'on crée de la cohérence dans tout ça ? Vous utilisez de la créa IA dans vos stratégies d'acquisition awareness? Alors, awareness, si vous regardez en particulier la campagne française, où on a
une fusée qui se lance. Ouais. Je vous cache pas qu'on n'avait pas le budget pour lancer lancer une fusée, pour lancer une fusée. Donc, un très, très gros travail de la part des équipes brand qui se sont lancées dès que l'IA a commencé à être assez mature pour être utilisée, ils se sont lancés dedans. Donc, effectivement, en awareness, l'IA, on l'utilise beaucoup. Et là, cet été, en acquisition, on a fait toute une campagne de promo d'été où toutes les créas étaient créées avec Midjourney. Et ça fonctionnait? Ouais, oui, oui. Ah bah, alors, c'est un peu difficile parce que on fait peu de promos. Ouais. Enfin, on en fait hein, quand même, mais peut-être que c'est parce que je viens de chez Deliveroo et que donc dans la food delivery, la promo, c'est un peu le quotidien. bien Donc, sûr. on en fait peu dans les services financiers. Donc, déjà, la promo était très attractive, donc ça a très bien marché. Mais ce qui a très bien marché, c'est en termes de rendement et de turnover du nombre de créas. Ouais, du nombre de créas. Parce que ça, c'est un autre problème de maintenant pour quand on n'est qu'une seule équipe, on Avoir demande du volume. beaucoup de volume. Ouais. Pour AB tester notamment et compagnie. Ouais. Et si tu devais comparer en termes de perf un UGC ou de l'influence, un contenu qui est très natif Oula, c'est différent. versus un format IA sur le même objectif marketing? Alors moi, j'aime pas les comparer. Ok. Parce que pour moi, tu les utilises pas au même endroit. Si tu mets une créa, si je te prends la créa qu'on a créée avec Midjourney, avec la glace ou même d'ailleurs, là, on a fait la créa Remunerated Account. Donc, pardon, j'aime pas quand on fait pas. Les comptes rémunérés. Contre rémunéré. Les comptes rémunérés, on a fait toute une créa print, toute une créa qui était inversée sur l'équipe, par exemple, avec la créa la plus renversante. La créa la plus tétanesque ou la plus immense qu'on a fait dans les gares, sur des suspendus dans les gares. Mais par contre, en CRM, on avait une autre créa. On est en train de faire des créas avec on fait ce qu'on appelle un TTCX avec TikTok. TikTok, ouais. Donc là, avec des influenceurs et avec de l'UGC. Et on a des créas, pour le coup, ce sera sorti, on a des créas dédiées à la sortie. On sponsorise un contenu sur Netflix et on a une créa dédiée qui est en rapport avec le programme le film qu'on. Excellent. Voilà, ça s'appelle House of Dynamite et nous, c'est la créa la plus explosive. Donc, pour moi, l'IA, c'est un super outil pour créer du volume et c'est génial sur certains canaux. L'UGC, l'influence, c'est c'est d'autres canaux, c'est d'autres channels et c'est une conversion qui est différente. Ça, c'est aussi un apprentissage par lequel on est en train de passer. Attention à la FOMO, attention à bien diversifier et pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Et chaque contenu peut répondre à un objectif marketing et tout est complémentaire. Ok. Oui, surtout que nous, on a vraiment des c'est non seulement un objectif complémentaire, mais aussi à aller chercher une cible qui est très différente. Ouais, bien sûr. Le freelanceur qui fait du CRM, l'électricien qui a son compte ou qui a 2 employés ou le cabinet de conseil, ils n'ont pas du tout les mêmes besoins et ils vont pas du tout, c'est pas les mêmes décisionnaires, c'est pas les mêmes besoins et c'est pas la même façon de leur parler. Pas les mêmes plateformes. Et donc ils n'ont pas les mêmes habitudes de consommation. Ça, c'est ce que je trouve assez passionnant chez Conto, à tout point de vue, de tout funnel aussi, c'est que c'est pas du tout linéaire la façon dont on doit toucher. C'est la complexité et le challenge. C'est pas du tout linéaire et donc on adapte aussi les contenus. Et c'est ça qui est génial en étant une même équipe, c'est que par exemple, tout seul en awareness, on n'aurait pas pu aller voir TikTok et leur demander de nous Bien sûr. accompagner. Alors que là, quand tu mélanges budget awareness et budget acquisition, bah, tout d'un coup, on est mieux. Je vous dis TikTok, mais on a la chance d'être très bien accompagné par les autres. Je dis TikTok parce que c'est le dernier qu'on a lancé. Ils nous ont accompagnés à faire des contenus UGC, aussi bien pour l'awareness et aussi bien pour perf. Conto, quand ils sont lancés, ou si tu étais une nouvelle nouvel outil financier, tu te lancerais d'abord sur de l'acquisition ou d'abord Je sur ne lancerai pas Conto à tout rafle. Donc, si tu étais une marque, si tu lançais une marque, est-ce que tu lancerais tout en acquisition, donc objectif ROI à mort, ou est-ce que tu commencerais par de l'awareness? C'est la question à un million, là. C'est horrible. Ouais, je pense que tu commences toujours par essayer de générer de l'acquisition pour tester ton produit et ensuite pour scale, tu vas travailler ta noto, quoi. Et puis c'est compliqué de travailler la noto puisque ça génère pas forcément de l'acquisition quick. En fait, il y a 2 approches. Il y a une approche qui est la tienne, qui en plus rassure beaucoup les investisseurs. Parce que Bien sûr. ok, on n'est pas une instance financière
comme la BNP ou le Crédit Agricole avec des actionnaires, mais on a un board et ils veillent au grain et maintenant on a une CFO. Enfin, on est vraiment tenu à enfin, faut pas croire, on cherche la croissance et surtout la Bien rentabilité. sûr. Et je pense que c'est ce qui fera la différence dans les prochaines années. Euh, je me perds un peu, pardon. Donc oui, il y a cette stratégie-là pour se rassurer, on va dire, pour avoir sa proof of concept. Mais on a déjà vu des marques qui se lançaient juste avec une belle histoire, hein. Ouais, je pense à Aerup qui a fait des millions d'euros de chiffre d'affaires. Mais du Mm. coup, ça confirme la stratégie Conto qui est fonctionner comme un cercle et de pouvoir diversifier et de mettre Mm. un peu dans chaque. Alors, si je te prends Conto, Ouais. moi, ce qui m'a impressionné, donc, moi, je venais de chez Deliveroo, donc, qui commençait à avoir quelques années, surtout en France, on n'était qu'une centaine, mais il y avait tous les autres pays. Moi, j'ai connu l'entrée en bourse, etc. Et donc, vraiment Incroyable. passer de start-up à scale-up, bon, même bourse, marque cotée en bourse. Et je suis arrivée chez Conto, qui n'avait que 4 ou 5 ans, on va dire, à l'époque, même 3 ou 4 ans, on va dire, officiellement. Ouais. Ils avaient déjà le Brain Tracker, ils avaient déjà commencé à réfléchir long terme awareness, ils avaient commencé déjà à faire des créas inspirationnels. Donc ça, c'était sous l'impulsion de Marion de Robillard, qui a été la directrice marketing pendant 5 ans. Donc, et en même temps, l'équipe acquisition, c'était des killers. Ouais. Donc, moi, si je lançais une marque, je réfléchirais aux deux en même temps, parce que vraiment, c'est pas parce qu'on est une petite marque, c'est pas parce qu'on est sur un terrain de jeu compliqué comme le B2B Ouais. que il faut pas penser aux deux en fait. Ça permet peut-être excuse-moi, je te coupe, ça permet peut-être la transition avec le fameux MMM. Ouais. C'est ce que j'allais dire. Tu as parlé tu parlais de tech. Tu nous as dit on a désormais un modèle de mesure plus fiable, donc le MMM, le marketing mix modeling, grâce à une équipe data en interne. En quoi, du coup, comme ils savent, en quoi ça a changé votre vie? Alors, ça n'a pas encore changé notre vie, parce qu'on vient de l'avoir. Je peux vous raconter un peu notre histoire avec le MMM. Alors, encore une fois, je vais parler de Deliveroo, mais c'est plus facile de calculer. L'acte d'achat est plus facile. Tu peux commander 2 fois un burger dans une journée, donc c'est beaucoup plus mesurable. Bien sûr. Et puis, c'est une marque B2C. Moi, en plus, quand j'y étais, elle avait quand même déjà une notoriété assez élevée. J'arrive chez Conto, ça fait même pas un tout petit peu plus. Déjà, ils ont un brand tracker, ce qui est fou. Alors qu'à l'époque, 5 personnes dans l'équipe marketing. Tu peux rapidement expliquer ce que Ah oui, le Brand Tracker, c'est un outil de mesure. On utilise un panel pour mesurer la notoriété de la marque, la notoriété spontanée et les lead awareness. c'est quoi? C'est des Donc, sondages, c'est ouais, comme c'est des sondages. On pose la question de citez-moi la notoriété spontanée, c'est citez-moi une marque que vous connaissez de services financiers ou même ou de banque à destination pour des professionnels. Et en fonction de quelle marque est citée en premier, on lui attribue un score. Ça, c'est pour la notoriété spontanée. Et il y a l'aided awareness, donc la notoriété assistée, où là, c'est parmi ces marques, lesquelles connaissez-vous. Ok. C'est vraiment pour pouvoir comprendre et attribuer l'attribution à chaque fois que vous dépensez l'argent en marketing. Bah, l'idée, c'était de pouvoir traquer ce qu'on faisait en awareness. Encore une fois, parce que c'est une marque, c'est très important de vérifier que tous nos investissements ont un impact. Après, le brand tracker a ses limites parce que finalement, l'awareness, c'est très long terme et le brand tracker ne peut pas mesurer si les gens s'en souviennent là maintenant, s'en souviennent parce que là, on a fait du sponsoring, parce qu'on a fait de l'influence, parce qu'on a acheté sur M6, ou si parce qu'il y a 6 mois, on a fait autre chose. Ça, c'est l'attribution à l'awareness, elle est toujours très, 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 très compliquée. Mais ça permet de voir si en tout cas on est en bon chemin. Donc ça, c'est super important. C'est la complexité qu'on a sur le brand tracker et qu'on a aussi sur l'MMM, c'est que tout ce qui est panel, tout ce qui est suivi sur le B2B, c'est très difficile. On est en individuel, on est rémunéré pour faire partie de ce panel. Je suis un entrepreneur, j'ai autre chose à faire que de répondre à un panel. Donc c'est très compliqué. Bien sûr. Mais comme il y a de plus en plus de marques B2B, les instituts d'études comme Ipsos, Toluna, Harris Interactive, etc., Kantar, Nielsen, pourquoi j'avais besoin de tous les citer, mais comme ça, vous Comme a été long, on dit 3 minimum.
C'est parce qu'on en a testé plusieurs. YouGov, c'est parce qu'en fait, c'est eux c'est eux les plus connus, en tout cas. Ils commencent à créer des panels plus robustes. À côté de ça, on a eu besoin. Donc ça, le Bread Tracker, c'était utile, mais pas parfait. Très tôt, c'est poser la question de OK, mais tout ce qu'on fait, qu'est-ce qui a un impact et comment est-ce que l'awareness vient aider le travail de l'acquisition? C'était beaucoup cette question-là. Après vient aussi la question de est-ce que l'acquisition contribue aussi à l'awareness? Hem, et maintenant, on se pose aussi les questions de est-ce qu'on arrive à saturation sur nos investissements, que ce soit en offline ou en online? Donc il y a quelques années, on s'est fait accompagner via Google par Equimetrix et on a eu un premier MMM qui nous a donné des premières indications. Hem et ça nous a aidés, mais on était limité. Un MMM quand même, faut avoir avant de se lancer, il faut avoir des budgets assez conséquents et au moins 3 ans de data et de 3 ans de data, robuste quoi. Robuste. Pas, Ah ouais, avec du il y a des ouais, pays, ah, par exemple, où on n'en est pas du tout là, pour pouvoir se le permettre. Après on l'a internalisé, on a fait plusieurs tests et on n'était pas ravis du modèle. Et puis, encore une fois, hein, on est passé de 300 à 1 600, on est passé en compétences à tous les niveaux. On a renforcé les équipes data et on a recruté des personnes spécialisées vraiment dans les modèles économétriques, parce que ça, c'est l'autre petit nom du MMM et donc on a, maintenant une équipe qui est dédiée et qui est justement en train de sortir, leurs résultats, et de montrer que, déjà l'awareness contribue aussi à de l'acquisition, on en parlait tout à l'heure, hem, tout en essayant de faire comprendre que donc on perd pas d'argent, en investissant en awareness, mais qu'il y a du long terme et que l'acquisition, et qu'il y a certains canaux, dits d'awareness qui peuvent aussi bien pas aussi bien, j'exagère, mais qui peuvent être extrêmement utiles, en fait, ça nous a permis pardon, ce que je devrais dire, c'est que là, les premiers, ça nous permet de conforter certaines de nos commissions. En awareness, attention, hein. En perf, ça nous est très utile. ouais. Ça nous permet quand même d'aller, de regarder, si, Pmax, marche mieux que Vivici, que Demand Gen, et cetera. Sur le social, on a beaucoup de données. Ça nous permet de conforter. Est-ce que TikTok est utile pour nous? Pour l'instant, oui, en fonction des pays. Et comment est-ce que tu vas chercher toutes ces infos? Tu parlais de sondage là pour des brand Ah non, produits. là, c'est du quanti. Là, nous, on a un outil de mesure, ça dans les choses qu'ils ont mis en place, qu'on a mis en place très tôt, c'est Realytics. Donc on a Realytics, Realytics, c'est un outil de mesure, de la performance télé, TV sponsoring et radio. Donc nous, peu importe, même avec des petits budgets, franchement, là, on a fait une campagne autour, juste du Tour d'Espagne, donc de la Vuelta en Espagne. On n'était que sur, Eurosport. On a quand même mis Realytics pour avoir de la data, donc pour avoir de la mesure, d'efficacité, de la télé, de la radio. Donc tout ça, on communique là-dessus et c'est un travail de fourmi de la part de la data et de la part des acheteurs et de la part de notre agence, de donner toutes les informations, toutes les perfs, tout le coût GRP, tout le CPM, le taux de clic et cetera. Tout ça, on le partage. Alors il y a des choses qui sont automatisées maintenant, Dieu merci. Il y a des API qui sont très bien faites, mais heu, c'est très long. Ouais. Donc ça conforte des convictions plus que ça ne bouleverse en fait des choix, que vous auriez pu faire dans le passé qui en fait, Pour l'instant, ça n'a pas bouleversé, mais encore une fois, c'est pas digéré, hein. On va recevoir l'Allemagne là, on a fait pour la France, on est en train de recevoir l'Allemagne, mais ça nous a permis, par exemple, de beaucoup rationaliser. Je crois que je lisais un article là, il y a pas longtemps, je sais plus, sur lequel mais sur le fait que là, les marques, elles vont partout, et nous, on fait cette même erreur et donc justement, notre idée, c'est de rationaliser, et mmh, de trouver nos best-sellers, quoi. oui, de pas prendre des décisions par rapport à des biais, Oui. d'émotion en fait, Ça nous permet que, s'il y a des débats, que ça puisse nous aider à trancher.
encore une fois, c'est pas parfait. Et encore une fois, ce genre d'informations, il faut aussi, on les cumule, on regarde notre share of voice, on regarde aussi les investissements de nos concurrents, etc. Tu parlais beaucoup de B2B, tu parlais B2C aussi. Tu as dit une phrase qui disait les clients B2B se comportent désormais comme des consommateurs B2C. Depuis quand et pourquoi? Oh là là, depuis quand je fais vieille quand je fais oh là là. Ils se C'est juste française. Je fais juste française, oui, c'est pas faux. Je dirais que c'est pas très humble, mais je dirais que Conto a contribué un peu à ce shift. En fait, on s'est juste en fait, ils se sont toujours comportés comme des Comme B2C. comme du B2C. C'est plus les marques qui, tout d'un coup, se sont dit: «Mais en fait, c'est des consommateurs comme les autres». En fait, le C'est plus simple d'ouvrir un compte depuis son portable que d'aller à la banque avec une. Alors ça c'est venu révolutionner. Ça, c'est vraiment la force d'Alex Pro et Steve Hanavi de s'être dit, bon, ça c'est le problème qu'ils sont venus régler. Après, la façon dont on est venu leur dire, on a une bonne idée pour régler votre quotidien, c'était aussi bien dans la communication, donc dans la prise de parole. Je sais que, par exemple, un des trucs qu'il y avait au début, au tout début, c'était, j'étais pas encore, c'était «No pain, more gain», enfin, reprendre un peu des phrases, de cet environnement-là. Mais ils ont fait, des pubs très provocatrices, dans la presse. Mais c'est aussi de se dire: «Bah, en fait, on va aller, chercher, ces consos-là, dans leurs habitudes de conso, en dehors du travail». C'est, sur la radio quand je rentre, Ouais, bien quand j'écoute, sûr. quand je suis bloquée sur Périph', quand je rentre, le soir, d'Aix à Marseille, Bien sûr. et que, j'écoute les infos, j'écoute le sport, on se rend le sport, par exemple, les matchs de foot, ça marche super bien pour nous. Et enfin, et il y a pas que nous qui faisons ça. Il y a plein de marques B2B maintenant qui communiquent comme ça et qui se sont dit: «Mais en fait, on n'a pas juste besoin d'être dans, PVC Caoutchouc». C'est un vrai magazine. Hem Parce que qui lit ce truc-là aujourd'hui de notre génération? Est-ce que pour toi c'est générationnel ou bien c'est vraiment disruptif dans la façon de communiquer? hem Un peu des 2 dans le sens où il y a maintenant, c'est générationnel parce que maintenant le consommateur il a repris en main son mode de consommation. C'est-à-dire qu'avant c'était très top down, c'était, tout le monde regardait la télé, tout le monde regardait, il y avait pas il y avait pas autant de choix et autant de façons de consommer un même média. Donc ça, c'est générationnel. Par contre, je pense qu'en fait, j'essaye de prendre d'autres exemples, mais un fleuriste, il a toujours, lu l'équipe, un lendemain de match, parce que, Toujours aussi, hein, je te voilà, rassure. c'est ça, c'est ça. Du coup, dernière question. De mon côté, tu nous as dit une phrase qui était super intéressante pour nous en tant qu'agence. Tu disais notre approche avec les agences médias est intéressante. Une stratégie globale avec des référents locaux pour optimiser les coûts et garder de la souplesse selon les marchés. Est-ce que tu peux nous détailler concrètement comment se pilote une campagne Conto aujourd'hui? Donc nous, la façon dont on achète le média chez Conto, l'offline, on l'achète avec, notre agence, qu'on adore qui est Dentsu X, qui sont nos acheteurs offline. Ils nous accompagnent un petit peu sur le digital awareness, c'est-à-dire c'est nos sparring partners, mais on achète tout l'online, que ce soit awareness ou acquisition, en interne. Heu, on se fait accompagner par quelques agences, sur la programmatique, ou parfois sur le lancement de certains canaux. Mais à terme, on essaie, sur le digital au maximum d'internaliser. On a les head of marketing locaux qui viennent nous abreuver avec leurs enjeux business et leurs objectifs locaux. Nous, notre travail au global, c'est que chaque équipe d'acheteurs traduise ses objectifs marketing et ses objectifs business locaux en objectifs médias. Nous, après, on transmet les copies enfin les briefs à notre agence média et les acheteurs online en interne. Tout le monde fait son travail de recherche, de stratégie, hem, en discute avec les partenaires et reviennent avec une proposition commune. Donc même si l'agence est en externe et que nos acheteurs sont en interne, ils reviennent avec une proposition commune, hem, d'activation de campagne.
Et donc, c'est ce qui fait que il n'y a pas les compétences en local, mais c'est eux qui connaissent mieux le média. Et nous, en global, on arrive avec l'expertise. Et côté agence, on a une équipe globale qui s'occupe de la coordination et de la cohérence des réponses dans tous les pays. En revanche, ils font appel à des acheteurs locaux parce qu'effectivement, il n'y a que en Des local spécificités. il y a des spécificités et des connaissances culturelles qu'on ne peut pas avoir au niveau global. Est-ce que ça veut dire qu'avant, vous imposiez des contenus au marché sans finalement que les spécificités locales aient été tu vois, Mais- définies en amont, alors que maintenant, c'est le GM qui va venir avec des demandes spécifiques qui vont être prises en compte et vous allez essayer à partir de toutes ces demandes-là de faire quelque chose de... Alors, je dirais que c'était plus en clair, je ne sais pas si c'est la bonne expression, mais la fin justifie les moyens. À l'époque, il y avait parfois Ouais, bien sûr. personne en local, Ouais, où il y avait une seule personne ouais. et elle ne pouvait pas tout faire. Donc, c'était nous, les experts locaux. Là où, avec le temps, ils ont renforcé le marketing local. Et donc, nous, ça nous a permis d'avoir plus d'informations et de nous nourrir plus. On a aussi une équipe de Customer Insights qui nous donne beaucoup plus d'informations sur les audiences, sur les spécificités locales des entrepreneurs et de nos prospects. Donc, c'est plus avec le temps, le local se renforçant, les connaissances s'améliorant. Nous, au lieu d'effectivement venir qu'avec le prisme de notre expertise média et de ce channel pour tel objectif, on est mieux abreuvé, donc on fait des propositions plus cohérentes avec les enjeux business. Merci Sarah pour cette plongée dans la machine Conto. Merci Savinia pour tes punchlines, ton expertise et tes questions tellement intéressantes à chaque fois. Si cet épisode vous a plu, partagez-le à votre CMO préféré, celui qui rêve d'un MMM parce on a dit et ça coûte extrêmement cher et d'un funnel en cercle. À très vite pour un nouvel épisode de la récréation. Salut.